Alors, nous accueillons Cheyenne Olivier, qui est illustratrice diplômée de l'école Estienne et de l'école des arts décoratifs de Strasbourg. Elle prépare une thèse de recherche-création en littérature jeunesse à l'université de Tours et en graphisme à l'école d'art et de design d'Orléans, avec pour objet d'étude la représentation de la pauvreté dans l'album pour enfants. Elle a récemment publié au Seuil Jeunesse ses premiers albums avec l'économiste et prix Nobel Esther Duflo. Elle a remporté le prix Jeune Talent au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême en 2016. Elle collabore régulièrement avec la presse étrangère. Elle vit actuellement au Pays Basque. Bienvenue Cheyenne. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais surtout venir pour représenter un projet collectif auquel j'ai participé l'année dernière. Donc je vais vous présenter l'exposition On a lu des albums coréens, ce qui est une exposition qui a eu lieu du 8 novembre 2023 au 30 décembre 2023, donc à la bibliothèque municipale de Tours. Je vais, peut-être par rapport aux communications précédentes, je me suis rendu compte que j'allais moins vous présenter l'exposition en elle-même, mais je vais plutôt vous présenter la conception de l'exposition, quels sont les questionnements qu'on a eus tout au long en fait, de la préparation de cette exposition, quels sont les dilemmes, quelles sont les réponses qu'on a tenté d'apporter. Alors un petit peu de contexte, je vais vous présenter un peu le cadre de cette exposition qui a démarré sous l'impulsion de Sung-Yup Lee, qui est donc une professeure d'origine coréenne, qui a été invitée à l'université de Tours en 2022, qui est enseignante-chercheuse à l'université féminine Ewha à Séoul, et vice-présidente de IBI Corée, abrévié KBBI. Son travail porte majoritairement sur la traduction, notamment d'albums et de manhwa, mais elle a aussi beaucoup travaillé sur l'histoire de l'album jeunesse en Corée et de manière générale sur l'édition en Corée. Et pendant tout ce projet, elle a fait office de référente scientifique, à la fois pour nous donner des informations plus générales sur la culture coréenne, qui nous manquait forcément, mais aussi pour nous donner des points de repère, c'est-à-dire qu'au début du projet, elle nous a aussi à tous donné une petite idée de la manière dont l'album évolue en Corée, la manière dont il est présent commercialement aussi en France. Elle nous a donné comme ça à la fois des repères de base et tout au long du projet, dès qu'on a eu des questions, notamment par exemple sur la place des illustrateurs, combien ils sont payés en Corée, est-ce que sur par exemple la qualité des albums qu'elle nous présentait, voilà, on a pu toujours aller vers elle pour avoir une réponse à ces questions. Et donc elle est venue en 2022 à l'université de Tours et elle a ramené avec elle 42 albums coréens qui sont principalement des albums de fiction. Il n'y a pas de documentaire dans ce corpus. C'est une sélection restreinte donc, qui a été établie par KBBI qui n'a pas cherché à nous envoyer des albums qui représentent de manière exhaustive ce qui peut être produit en Corée. Mais ils ont vraiment fait cette sélection sur des critères d'excellence. Donc c'est souvent des albums qui ont été primés, notamment à Bologne. C'est des albums qui sont considérés par KBBI comme étant ce qui se fait de mieux en Corée aujourd'hui en termes d'albums. Et le fait en fait que ce corpus nous a été, je ne vais pas dire imposé, mais présenté, ça nous a posé beaucoup de questions. Quels ont été finalement les choix derrière la constitution de ce corpus? Qu'est-ce que KBBI attendait de nous aussi en tant qu'institution de recherche? Puisque, je vais vous le repréciser ensuite, mais finalement on s'est retrouvé avec ces 42 albums sans avoir beaucoup de clés de compréhension aussi pour les replacer, pour savoir surtout ce qu'on devait en faire, parce qu'on n'avait pas été à l'origine de la sélection du corpus. Donc, je vous ai mis quelques extraits, mais mon propos ne sera pas de vous montrer ou de commenter vraiment le contenu de ce corpus. Mais pour le décrire rapidement, c'est un corpus assez hétérogène en termes de technique, en termes de narration. Il y a vraiment des principes narratifs très différents. Il y a des albums
muets, il y a des albums au contraire avec beaucoup de textes, il y a des techniques, en particulier cet album-là en haut en photographie, oui, voilà, entièrement en photographie. Il y a vraiment des esthétiques très différentes au sein de ce corpus. Donc on s'est beaucoup posé la question de ce qui unifiait en fait toute cette sélection. Et Seung-Yup Lee donc, a apporté ce corpus de 42 albums et en a fait don à la bibliothèque municipale de Tours, qui s'est posé la question de la valorisation d'un corpus qui en fait est en coréen. Ce ne sont pas des albums qui ont été traduits en français. Donc comment, que faire de ces albums qui sont a priori illisibles par un public français, qui plus est par un public d'enfants français? Et c'est notamment aussi parce que la bibliothèque municipale de Tours dispose du centre Patrick Wolf, qui est un espace au sein de la médiathèque, au sein de la bibliothèque, qui est entièrement dédié à la littérature jeunesse. Donc comment aussi le mettre en valeur par rapport à cette collection. Un des buts aussi d'emblée, ça a été de concevoir, mais ça va rejoindre très rapidement des thèmes qui ont émergé ce matin, de concevoir une exposition itinérante qui permette aussi non seulement de valoriser le corpus au sein de la bibliothèque, mais de le faire voyager dans d'autres bibliothèques, tout comme les albums avaient voyagé depuis la Corée jusqu'à cette bibliothèque. L'ambition, c'était d'emblée de concevoir un dispositif qui puisse faire découvrir ce corpus à d'autres publics. Et on en a parlé aussi, la question c'était de prendre en compte les contraintes du lieu, notamment l'espace d'exposition qui était un espace dans le hall de la médiathèque avec beaucoup de passages, avec, comme vous pouvez le voir sur la photo, des poufs pour s'asseoir, avec des cimaises existantes, mais finalement peu d'espace d'accrochage en soi. Donc comment faire aussi avec cet espace qui n'est pas, contrairement à certaines bibliothèques, un espace entièrement dédié à des expositions avec un matériel fait pour. Donc je vous présente un petit peu l'équipe qui a été réunie autour de ce projet. Donc en fait, Seung-Yup Lee a apporté ses albums et très vite s'est constitué sous l'impulsion aussi de Cécile Bouler, qui est spécialiste de l'album jeunesse en France et qui est également ma tutrice de thèse. Elle a convoqué plusieurs personnes du laboratoire Intrus, où je suis également, et tous les membres de la bibliothèque, enfin, tous les membres, mais un certain nombre de membres de la bibliothèque de Tours. Donc en fait, dès le départ, on a été une équipe assez composite, donc à la fois avec des bibliothécaires, mais aussi du personnel de la médiathèque, de la bibliothèque de Tours. 3 enseignants-chercheurs du laboratoire Intrus, Patricia Mauclair et Benoît Buquet. Patricia Mauclair travaille sur les albums pour enfants espagnols, il vient des études hispaniques. Benoît Buquet travaille plus généralement sur l'espace asiatique. Donc il est venu, il ne travaille pas du tout sur les albums pour enfants, mais là c'était le lien avec l'Asie qu'il a fait venir dans l'équipe. 2 doctorants et illustrateurs professionnels, donc moi et Jean-Baptiste Bourgois, qui avons cette double casquette. Donc c'était aussi pour nous un moyen de questionner ce qu'on pouvait apporter en tant qu'illustrateurs qui créons nous-mêmes des albums. Et des graphistes et designers, donc Loïc Boyer qui a fait le design de l'exposition et la scénographie, et le collectif On Participe, dont j'ai oublié de mettre leur nom, je le rajouterai dans la communication, qui a animé des ateliers autour de l'exposition. Et ce qui peut-être a constitué cette équipe unique, c'est le fait d'être de venir dès le départ constituer une équipe assez large, avec chacun des centres d'intérêt très différents et des impératifs différents. Par exemple, nous, on regardait ces albums avec un point de vue de concepteur, d'illustrateur. Les enseignants et chercheurs le voyaient plutôt du point de vue de l'analyse, de l'histoire de l'album pour enfants, des relations culturelles. Les membres de la bibliothèque de Tours le voyaient plutôt du point de vue du public et de la communication, notamment pour les jeunes enfants. Et les graphistes et designers avec ces impératifs vraiment pratiques, comment concevoir des ateliers qui soient
qui fasse participer les enfants, qui les fasse comprendre par la pratique ce qu'étaient ces albums. Donc on s'est posé plusieurs questions clés. Comment rendre compte de la variété de ce corpus dont je vous ai parlé. Comment faire sens en fait, d'un corpus qui est finalement très, très divers, essayer de trouver un fil conducteur. Notamment comment exposer des albums en langue étrangère, puisque ce sont des albums entièrement en coréen. Donc la question de la traduction, la question de l'oralité aussi. Comment articuler justement nos points de vue différents sur ce corpus, comment les faire se rencontrer, comment les différencier aussi dans l'exposition, comment arriver à négocier peut-être chacun de nos intérêts. La question qui est revenue assez souvent, c'est la question de l'aspect pratique, d'en faire une exposition qui puisse voyager, mais qui soit aussi accessible, qui puisse facilement être achetée ou louée par d'autres médiathèques avec peut-être des budgets encore plus petits que le nôtre. Comment aussi valoriser la dimension universitaire du commissariat, donc du point de vue des universitaires, comment vulgariser aussi des connaissances sur l'album, sur l'objet iconotextuel de l'album, et comment à la fois en parler au public des parents, des adultes qui viennent aussi visiter l'exposition, donc comment mettre en valeur ces informations-là tout en les rendant aussi intéressantes pour les enfants, et quelles activités proposer autour de l'exposition. Donc, je vais vous parler un petit peu justement du processus de la fabrique de cette exposition. On était un petit peu tous éparpillés aussi, donc toutes les réunions se sont faites en hybride pour pouvoir permettre à notamment moi, Loïc ou Jean-Baptiste qui n'étions pas à Tours de pouvoir quand même participer aux discussions. Et en même temps, on se réunissait dans la bibliothèque municipale pour pouvoir toucher et manipuler les albums, puisque c'est aussi un corpus qui fait preuve d'une très grande qualité plastique. Je vous l'ai dit, c'est une sélection qui a été vraiment pensée pour montrer ce qui se fait de mieux, notamment en termes d'objets libres. Donc, même si on n'était pas forcément tout le temps présent à Tours, on est venu au moins une fois pour pouvoir tout simplement passer du temps avec les albums et aussi passer du temps à rencontrer ces albums, à rencontrer ce corpus pour générer aussi des questionnements. Donc je vous ai mis un petit peu le calendrier des réunions de travail qui se sont étalées comme ça sur une année et qui nous ont permis aussi d'à chaque fois nous retrouver, définir des buts de plus en plus spécifiques pour la prochaine réunion. Et entre-temps, il y a eu entre ces différentes réunions de travail, on avait des objectifs assez clairs que je vais vous exposer un peu plus tard. Et ces réunions, elles ont été... je suis beaucoup basée sur les comptes rendus de Cécile Boulère pour cette communication, et on a vraiment essayé dans ces réunions d'avoir aussi un spectre assez large, c'est-à-dire de rendre compte de nos impressions par rapport aux albums, mais aussi de la manière dont ça pouvait faire écho à nos propres travaux, ou par exemple aux médiathécaires par rapport à leurs propres impératifs du moment. Donc on a essayé de capturer aussi la manière dont ces albums pouvaient vivre dans notre propre pratique. Donc dans les comptes rendus, on a essayé de capturer, dans les comptes rendus, on a parfois des bouts de réflexion qu'on n'a pas du tout poursuivis, mais ça nous a permis aussi d'élargir au maximum notre interaction avec les albums. Il a fallu, comme je vous disais, trouver un fil qui unisse en fait ce corpus assez hétérogène, et notamment pour trouver une manière de les comme il nous avait été présenté avec un sens de lecture, il fallait qu'on puisse nous-mêmes apporter notre propre interprétation, parce qu'on ne voulait pas... il fallait à la fois les critiquer, mais en même temps les mettre en valeur, et il fallait qu'on arrive, nous, à trouver aussi ce qui pour nous faisait la qualité de ces albums et qui ne correspondait pas forcément aux impératifs de KBBI, et comment est-ce qu'on arrivait à se détacher justement de ce premier mouvement qui nous avait été...
encore pas imposer, mais proposer. Comment nous, on pouvait proposer quelque chose d'autre plutôt que de reproduire un petit peu ce qui nous avait été montré. Donc il y a une première étape de lecture. En fait, comme on travaillait à distance, tous les albums ont été... Et on avait un seul exemplaire de chaque album. Donc ça rendait aussi le travail, vous voyez que c'était une équipe assez grande, donc ça rendait le travail de lecture des albums assez compliqué. Donc il y a eu un premier mouvement de scan de tous les albums. On se partageait en fait les scans des albums qu'on pouvait ensuite consulter indépendamment sur notre ordinateur. Donc il y a une première étape de lecture et entre la première réunion et la deuxième réunion, on devait présenter chacun notre album préféré et le défendre un petit peu auprès des autres, dire pourquoi cet album nous semblait particulièrement intéressant, quoi il nous avait touché, et ce qui nous permettait aussi de progressivement trouver du relief dans ce corpus, d'arriver à trouver des points d'accroche, mais aussi en le faisant de manière assez libre et personnelle, ça nous permettait de trouver des idées en commun. Et notamment, très rapidement, il y a eu l'idée d'une blessure, d'une ligne, d'une trace qui a émergé dans nos discussions, qui à la fois nous semblait être assez vrai par rapport à un certain graphisme présent dans les albums, où l'idée de la ligne, de la rupture, que ce soit à la fois dans les visuels, dans l'utilisation de la double page, de la ligne médiane, de l'objet livre, mais aussi dans les thématiques. En fait, l'idée d'une blessure à réparer, ça nous a semblé tracer une sorte de fil comme ça qui pouvait rassembler et unifier tous les albums et qui faisait écho notamment aux discussions qu'on pouvait avoir avec Seung-Yup Lee sur le contexte plus général de la société coréenne qui est notamment littéralement séparée en deux par une frontière qui constitue peut-être cette blessure à réparer qu'on retrouvait assez régulièrement dans les albums, que ce soit au niveau du contenu, au niveau de la forme, au niveau des visuels. Et donc très vite s'est posé la question, une fois qu'on a pu identifier cet axe, comment le matérialiser dans l'exposition, comment le matérialiser dans les cartels, mais aussi l'organisation de l'exposition, la scénographie. On a aussi, parce que ces discussions précisément étaient assez ouvertes, une fois qu'on a trouvé cet axe fort, on a aussi tiré des axes un petit peu parallèles, notamment autour de la figure du chien, qui bizarrement revenait assez souvent, mais qui, là aussi, dans un contexte d'une société coréenne où finalement il y a une forme de paradoxe à faire des albums pour enfants dans une société qui fait plus tant d'enfants que ça. Donc la question du chien aussi qui vient parfois remplacer ou faire écho à la position de l'enfant. La question de la mort très présente. Là aussi, on s'est beaucoup interrogé sur la tradition des contes coréens qui ont notamment une fin ou une morale, ou précisément une absence de morale qui nous interpelle beaucoup dans notre tradition aussi européenne du conte, qui a cet aspect-là, par exemple, dans les discussions avec Seung-Yup Lee a émergé. On a pu aussi rendre compte de nos propres impressions par rapport à d'autres objets culturels coréens autour de ce thème. Peut-être une facilité à aborder le thème de la mort. La question de la ville, de l'urbain qui revenait dans beaucoup d'albums. Une forme là aussi de violence, de crudité qui revenait dans beaucoup d'albums là aussi, le fait de parler de nos ressentis par rapport à ces albums, ça nous a permis de nous rendre compte des différences culturelles aussi qu'on pouvait avoir, nous, dans l'appréhension de ces objets-là. Une facilité à aborder des sujets violents, avec peut-être des visuels aussi violents qui nous ont interpellés. La question de la famille et de la vieillesse, là encore, dans une société coréenne et plus généralement asiatique assez vieillissante, qui se pose la question de la place des personnes âgées dans la société. Voilà, il y a tout un tas de fils comme ça qui annexes, en fait, qui venaient aussi lier le corpus. Donc ça questionnait nos limites aussi de notre connaissance de la culture coréenne. Et c'est ce qui nous a interrogé aussi dans notre position, notre légitimité peut-être à faire une exposition sur les albums coréens.
Et très vite, on a déplacé notre regard, c'est-à-dire qu'on se rendait compte qu'on n'allait pas faire une exposition sur les albums coréens, parce qu'on n'avait pas non plus ce bagage, justement, peut-être sociologique, qui nous permettait de faire de prendre comme ça une certaine distance. Ça a permis de déplacer la focale pour plutôt faire une exposition sur une expérience de lecture des albums coréens, qui était plus vraie, plus honnête par rapport à la manière dont on avait reçu ces albums. Voilà. Alors, il y a eu, je ne sais plus qui l'a mentionné tout à l'heure, mais il y a eu une... j'y reviendrai plus tard. Comme je vous le disais, on a beaucoup abordé ce corpus en ligne, en fait. C'est un corpus qui nous est arrivé de manière progressive. Donc, il y a eu déjà une première étape du scan de tous les albums. Donc là aussi, les albums arrivaient sur le drive au fur et à mesure. Donc, on avait du temps, en fait, entre chaque lecture d'album. Il y a aussi une longue période de traduction des albums par Seung-yup Lee. Donc il y a eu tout un moment où on regardait les albums sans avoir la traduction. Donc on avait uniquement une expérience visuelle des albums, mais sans comprendre ce que les albums voulaient dire, parce que le temps que Seung-yup Lee fasse la traduction de 42 albums, ça a pris plusieurs mois. Donc là aussi, ça nous a donné peut-être le temps de digérer aussi tout ce corpus. Mais ça a aussi permis peut-être de générer des questionnements, peut-être plus de questionnements, précisément parce qu'on n'avait pas toutes les informations d'un coup en bloc. Et donc, en regardant un album sans comprendre son sujet, on pouvait, peut-être aussi à la manière d'un enfant qui ne sait pas encore lire, qui ne comprend pas encore le texte, on pouvait se poser des questions, faire des hypothèses à partir des images, à partir des bribes auxquelles on avait accès, ce qui nous a aussi beaucoup fait réfléchir sur l'axe de commissariat. Donc, comme je vous l'ai dit, il y avait la barrière de la langue, comment montrer à des enfants des albums qui sont uniquement écrits en coréen. Donc on parlait de la question de la place du numérique aussi, et le numérique permet en fait d'apporter ça. Donc on a très vite fait le choix de réaliser des enregistrements sonores. Là aussi, ça va avec des contraintes techniques et financières de réalisation de ces enregistrements. Donc je vais juste vous passer une lecture de l'album Il fait beau par Patricia Mauclair. Donc là, les médiathécaires se sont organisés avec les chercheurs et les médiathécaires qui étaient à Tours pour enregistrer un par un les albums une fois qu'ils étaient traduits. Et ça ne fonctionne pas. Oui. Bon, c'est pas grave. Je peux pas vous le partager. S'il y a une communication, j'essaierai de mettre au moins un extrait. Ça questionne le temps nécessaire à la manipulation. Donc il y a un petit signal sonore qui indique de tourner la page. Ça questionne aussi l'oralisation de ces albums, qui n'était peut-être pas fait pour la langue française. Donc comment on se réapproprie ce texte-là aussi. On aurait pu, mais c'était peut-être un manque de moyens ou de temps, il aurait peut-être été intéressant aussi de les enregistrer en coréen, et donc d'avoir, mais là ça aurait posé la question aussi d'un enregistrement sonore bilingue, qui aurait rallongé encore le temps de lecture. Est-ce que ça aurait capturé l'attention? Ça aurait permis aux enfants et au public d'entendre la musicalité de la langue coréenne, mais ça aurait là aussi nécessité un temps et des moyens supplémentaires. On s'est aussi posé la question forcément des supports pour présenter ces albums, avec la volonté de donner à lire ces albums, et donc de présenter finalement ces exemplaires uniques, avec le risque qu'ils soient abîmés pendant la durée de l'exposition, mais on avait à cœur de les rendre manipulables. Et à partir de ce moment-là, il fallait des supports qui permettent à la fois de montrer la couverture des albums, puisqu'effectivement, il y avait quelque chose aussi... montrer la couverture, ça permettrait de montrer d'emblée la diversité aussi, d'avoir une vision d'ensemble
sur la diversité de ce corpus, tout en permettant justement d'aller les voir. Donc là, je vous montre quelques prototypes réalisés par Loïc Boyer, donc avec cette idée qu'on a retrouvée dans les communications précédentes de quelque chose de modulaire, mais en même temps avec des contraintes techniques, avec des contraintes de sécurité, et avec cette idée aussi qu'on avait toujours en tête cet axe fort de la ligne et comment, par le dispositif aussi, montrer cette ligne. On aurait pu tracer une ligne au sol qui relie les différents albums. On a expérimenté plusieurs idées pour matérialiser cette ligne. Et ce qu'on a retenu parmi ces 3 propositions, donc on a eu de longs échanges sur les avantages, les inconvénients, la hauteur, la manipulation, le poids, la capacité à le rentrer dans une camionnette d'une certaine taille pour pouvoir l'envoyer dans une autre médiathèque. On est finalement parti sur cette forêt de plots coniques qui nous permettait assez efficacement et de manière simple et économique de visualiser l'idée de la ligne brisée, de la blessure, avec justement le plot qui déployé forme une seule bande qui est rompue. Voilà, c'était une manière de traduire littéralement ce principe-là. Ça a posé d'autres questions sur le petit filet de sécurité pour faire en sorte que le plot tienne, le risque de placer les plots au sein d'un espace où les enfants vont et viennent et se déplacent, et donc le plot qui peut leur tomber dessus, la question des questions vraiment très très pratiques d'adhésif, de choix de matériaux parce que l'adhésif ne colle pas au contreplaqué. Voilà, ça pose tout un tas de questions pratiques, mais l'avantage aussi d'avoir d'emblée, dès les premières réflexions des designers dans l'équipe, ça permettait de trouver des solutions très pratiques, ou en tout cas d'intégrer ces questionnements directement à notre réflexion. Et ça pose notamment la question des discussions avec les services techniques de la ville de Tours, qui nous ont donné progressivement des retours sur la faisabilité ou pas de ces dispositifs. Donc, vous voyez les photos ensuite. Donc, les albums sont présentés sur une réglette en bois qui permet de tenir l'album, mais qui permet aussi de le déplacer assez facilement, qui permettait d'avoir un extrait de l'album imprimé aussi sur le flanc du cône, le titre de l'album et un court résumé qui a donné lieu aussi à un exercice d'écriture. Tu parlais tout à l'heure de l'exercice d'écriture que peut représenter l'écriture d'un cartel quand on s'adresse aux enfants. On passe du vouvoiement peut-être au tutoiement. Il y a d'autres logiques qui se mettent en place. Et là, le fait qu'on vienne tous d'horizons différents, ça nous a posé un autre problème d'écriture qui était, par exemple, que du point de vue universitaire, on avait plutôt tendance à faire un résumé de l'album qui place l'attention sur la relation texte-image, sur le dépassement du cadre, sur des aspects techniques de l'album qui n'allaient peut-être pas donner envie aux enfants de le lire. Et ça, c'était plutôt la préoccupation des bibliothécaires qui, elles, peut-être ne mettaient pas l'attention sur les propriétés matérielles du livre, mais se concentraient peut-être plutôt sur l'histoire, parce qu'elles voulaient donner envie aux enfants de le lire. Donc on a, là encore, travaillé beaucoup par tableau Excel, où en fait, Loïc Boyer nous a donné pour chaque album, puisque chaque album avait une taille différente sur le plot, ça diminuait ou augmentait la taille du texte à faire. Et donc pour chaque album, il nous a donné un nombre de signes maximum, avec parfois une différence entre 1200 signes et 300 signes. Ce qui a contraint aussi ce qu'on pouvait dire sur cet album, et on s'est chacun réparti le travail d'écriture et de résumé des albums. Et on pouvait, à la fois avec nos propres intérêts, nous peut-être qu'en tant qu'illustrateurs, on mettait l'accent, on avait envie de mettre l'accent sur certains aspects que les médiathécaires n'avaient pas du tout peut-être envie de mettre en avant, et au contraire, les universitaires avaient aussi envie d'apporter autre chose. Le fait d'avoir un document commun, ça a fait qu'on a pu chacun regarder les textes des autres et progressivement
corriger, harmoniser en fait le ton général. Mais on avait quand même aussi envie de garder l'individualité de chaque participant à l'exposition, parce que c'était ça aussi qui nous semblait être l'intérêt d'être une équipe aussi diverse, aussi grande aussi. Ça nous permettait de chacun avoir notre angle. On a aussi réalisé des réponses dessinées. Alors à la fois des réponses dessinées de la part des enfants, donc notamment à travers un atelier d'impression en sérigraphie qui a été mené par le collectif On Participe, qui avait préparé des typons, qui avait préparé des motifs que les enfants pouvaient imprimer et à partir desquels ils ont réalisé un album collectif. Donc ça permettait aussi aux enfants de comprendre le principe graphique d'un album par la pratique, tout en leur faisant connaître la technique de la sérigraphie. Moi et Jean-Baptiste Bourgois, on a cette double casquette de doctorant et illustrateur, et très vite a émergé l'idée de, plutôt que de réaliser une analyse universitaire, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de proposer une analyse illustrée des albums. Alors on a choisi chacun un axe assez différent. Le travail de Jean-Baptiste, là malheureusement, je ne sais pas si ça se voit assez bien à l'écran parce que c'est très blanc, mais il a décidé de prendre un seul album, donc l'album Un jour, nous, de Seung-yoon Han et Nari Hong, parce que cet album faisait écho à sa propre pratique d'un dessin au trait assez épuré, mais aussi parce que l'album parlait de la naissance d'un enfant, il venait d'avoir un enfant, donc en fait il a choisi d'isoler cet album et d'en faire une analyse à travers un redessin. En fait il a redessiné avec son style, mais finalement assez proche du style de Nari Hong. Il a redessiné une réponse à l'album avec des commentaires qu'il a écrits aussi avec sa typo. Moi, ce que j'ai décidé de proposer, c'était une analyse de la présence de la ligne dans certains albums. Donc, il y avait certains, notamment une sélection de 6 albums qui mettaient de manière très, très évidente en jeu la question de la ligne, et notamment d'une ligne comme moyen de représenter l'espace. Donc, au lieu de représenter l'espace de manière réaliste, l'espace était représenté selon une ligne. Peut-être parfois une ligne jaune dans tout l'album qui court et qui vient être modulée, brisée, etc. Et c'est moi-même un procédé graphique que j'utilisais dans mes albums, donc ça m'a permis aussi de comprendre une partie de ma propre production. Et j'ai réalisé ce cartel illustré sur les différentes lignes qu'on pouvait retrouver dans ces albums, en invitant les enfants à aller chercher les albums auxquels je faisais référence. Donc ça aussi, en tant qu'illustrateur-chercheur, c'était quelque chose c'est une piste de réflexion. Comment est-ce qu'on peut aussi proposer une analyse d'objets visuels par des visuels, alors que d'habitude, on propose une analyse de visuels par du texte. Comment ça nous permettait de réfléchir par la pratique. C'était aussi la question de la communication et comment intégrer l'exposition dans le calendrier de la ville, comment la rendre visible aussi dans la ville de Tours, pour notamment donner envie d'aller la voir. On s'est posé la question du visuel à choisir pour la communication, et donc on est notamment à la suite d'une exposition qui avait lieu au musée Guimet, Tigre de papier, qui était une exposition sur la peinture coréenne qui mettait en avant le motif du tigre. Donc on a décidé de reprendre ce motif du tigre qui lie un album comme moyen de représenter l'exposition. C'était aussi une réflexion sur le choix du titre. On a lu des albums coréens soulignés pour essayer de mettre en avant le fait qu'on voulait se placer plutôt d'un point de vue de lecteur d'albums et non pas proposer une sorte d'analyse exhaustive de ces albums. C'est aussi essayer de penser en amont le calendrier de la ville pour pouvoir intégrer l'exposition et la rendre encore plus visible dans le panel d'activités culturelles proposées par la ville de Tours. La question, là aussi, on la rejoint d'une forme de condamnation à la sobriété imposée par les budgets et de l'université et de la bibliothèque municipale de Tours. Bon, là, on n'est aussi pas dans des médiathèques qui disposent d'un énorme budget. Donc, comment essayer de proposer quelque chose de qualité avec des budgets restreints ? Comment arriver à négocier nos envies,
peut-être un peu folle avec la réalité des budgets et prendre en compte notamment les droits de reproduction. On s'est beaucoup posé cette question pour pouvoir notamment lire les albums à voix haute. Est-ce qu'on avait le droit de faire une traduction qui techniquement n'allait pas être une traduction qui allait être exploitée commercialement, mais une traduction juste pour cet événement-là? Voilà, ça posait ce genre de questions. Et je pense que j'arrive à la fin de la communication. Donc, je vais vous présenter peut-être un petit peu les pistes qui ont émergé de cette expérience. Pour nous, ça a beaucoup posé la question de l'exposition dans le travail des chercheurs, c'est-à-dire comment communiquer sur les objets qu'on étudie et comment intégrer très tôt dans nos analyses l'idée de réaliser une exposition et peut-être comment essayer de... ça, c'est une idée qui a émergé dans les discussions, mais est-ce qu'on ne pourrait pas créer au sein de notre laboratoire intrus un fil de réflexion, de séminaires, ou en tout cas de discussions nourries en permanence sur la manière d'exposer nos objets, puisque c'est un laboratoire qui intègre des chercheurs en architecture, des chercheurs en histoire de l'art, des chercheurs en bande dessinée, dans l'album jeunesse. Comment on met en valeur, comment on vulgarise, on rend accessible nos recherches. Est-ce qu'on ne pourrait pas créer une sorte de cellule à l'intérieur de ce laboratoire qui serait dédiée à cette réflexion-là? Notamment aussi parce que, comme je vous l'ai dit, Patricia Mauclair travaille sur un corpus d'albums espagnols. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de trouver un principe reproductible pour pouvoir répéter l'expérience, mais en ayant lu des albums espagnols? Moi, je vais régulièrement en Inde, donc je rapporte beaucoup d'albums indiens. On a lu des albums indiens. Est-ce que ça ne peut pas être le début aussi d'une série qui nous permette d'aborder, qui permette de former une sorte de prototype pour aborder un corpus international? L'idée a émergé puisque je suis à l'école d'art, et Loïc Boyer également à l'école d'art et de design d'Orléans, comment s'associer peut-être avec des écoles d'art et de design pour demander aux étudiants d'expérimenter à travers des projets très pratiques mais aussi expérimentaux, comment intégrer ces questions de budget, de matérialisation d'un principe de commissariat fort, etc. Comment intégrer notamment la question, la place du numérique de manière intéressante, intelligente, et comment aussi, pour nous, rendre accessible une recherche universitaire à un public le plus large possible, et notamment d'enfants. À la suite de cette exposition, enfin, vers la fin de l'exposition, on a organisé une journée d'études sur ces albums le 12 décembre 2023. Donc on a eu notamment un peu de budget grâce à KBBI pour pouvoir inviter 2 illustrateurs du corpus qui sont venus présenter leur travail. Donc c'était très intéressant de pouvoir avoir leur point de vue, même si leur communication était très préparée. Ça nous a un peu déroutés au départ, c'est-à-dire qu'ils sont venus avec un PowerPoint impeccable, avec un discours très préparé. Donc ça aussi, ça a rejoint nos questionnements du début sur quelles étaient les intentions de ce don d'album à l'ABM. Est-ce que ça participe de la promotion plus générale des objets culturels coréens? Et qu'est-ce que nous, on peut avoir à faire en tant que chercheurs dans cette promotion? Il y a eu aussi des représentants de KBBI qui parlaient de leur rôle et de leur travail en Corée et dans le rayonnement justement de la culture coréenne à l'étranger. Sung-Yup Lee a fait là aussi un rappel de l'histoire du livre jeunesse coréen, et on a invité aussi 2 éditeurs français, Memo et Didier Jeunesse, qui ont parlé plutôt eux de leur expérience de traduction et de publication d'albums coréens en France. Donc là aussi essayer de créer une journée avec un panel de présentation assez varié et complémentaire. Et pour terminer, donc je rappelle un petit peu finalement le déplacement qui a eu lieu tout au cours de ce processus d'exposition, c'est-à-dire de présenter moins une exposition compréhensive sur les albums coréens plutôt que sur notre expérience personnelle de lecture, où on s'est mis un petit peu dans la même position de l'enfant qui va découvrir ce corpus et comment notamment intégrer et valoriser nos propres émotions et impressions par rapport à ces objets. Et voilà, donc vous avez une petite vue de la forêt de Plot. Donc l'exposition est terminée et a priori elle pourrait se déplacer dans d'autres
bibliothèque. Je vous remercie.